Ce que vous avez devant vous est une visitation, et cette visitation, elle apparaît dans ce qu'on appelle une chapelle absidiale, c'est-à-dire que le fond d'une église, l'abside, est occupé par une série de fresques. Cette chapelle absidiale, elle appartient à une des églises les plus importantes de Florence, qui s'appelle Santa Maria Novella. Et là, il y a tout de suite un problème, puisque si vous avez regardé attentivement, et je ne doute pas que vous ayez regardé attentivement, vous vous êtes aperçu que l'architecture intérieure de Santa Maria Novella est gothique. Or, quand vous regardez la façade de l'église, vous vous apercevez que c'est tout sauf gothique, et c'est une sorte de catalogue volontaire de réminiscence d'architecture antique, classique, qui est présenté ici sur cette façade. C'est pour ça que vous avez à gauche l'autoportrait sculpté d'un monsieur qui s'appelle Léon Battista Alberti. Et Léon Battista Alberti est responsable du plaquage sur l'église gothique, sur la façade de l'église gothique de Santa Maria Novella, de cette déclaration d'adhésion à l'architecture renaissante, c'est-à-dire modelée complètement sur des références antiques. Alors, Léon Battista Alberti ne s'en est pas tenu là. J'aurais pu passer par Mantoue et la commande des Gonzague, mais je suis allé directement à l'essentiel, c'est-à-dire, évidemment, ce projet complètement fou qui consiste, pour Sigismond Pandolfe Malatesta, à demander à Alberti de lui faire un panthéon, pour lui et pour sa maîtresse finalement épousée Isotta de Attis, et donc de prendre une église gothique de Rimini, puisque les Malatesta sont seigneurs de Rimini, et de l'habiller complètement, comme si c'était un bâtiment antique, mais évidemment pas en ruine. Ça, c'est fabuleux. Alors malheureusement, je n'ai pas retrouvé Doctus cum Google, mais même Google a ses limites, ce qui est quand même assez déprimant. Je n'ai pas retrouvé l'angle de vue par lequel j'amène toujours mes groupes au Tempio Malatestiano, parce que si vous longez la façade qui est à droite ici, il y a une rue qui arrive, on voit vaguement la lumière de la rue là dans le fond, si vraiment vous voulez savoir, c'est plutôt là effectivement, voilà, ici. Et là, Sigismond Malatesta étant mort, et les budgets s'étant épuisés de par la mort du commanditaire, l'emballage antique de l'église gothique n'a pas été achevé. Donc il y a un moment absolument merveilleux où vous voyez littéralement l'emballage pas fini et vous voyez la structure gothique au milieu. Et ça, c'est typique de ce qui est une manifestation extra-florentine de, finalement, l'essence de la relation florentine. Et alors, tout y est. Tout y est. Vous avez les deux oculi dans les écoinçons des arcs en plein cintre. Ça ne se mange pas, mais bon, voilà. Les deux oculi avec panneaux de marbre polychrome qui renvoient donc à l'opus sectilé qu'on n'avait pas utilisé en Italie depuis Ravenne. En gros, si vous voulez, d'un seul coup, après 9 siècles ou 10 siècles d'abandon, on revient à certaines formes esthétiques. Vous avez évidemment des volutes ioniennes dans ces chapiteaux auxquels on a rajouté au milieu un visage d'enfant, ça c'est une autre histoire. Et ça, ces formes-là, vous savez, qui sont en fait des œufs, avec entre chaque œuf une tête de flèche, qu'on appelle des oves et des dards, qui sont une frise classique de décoration architecturale antique. C'est là. Hein. Je veux dire, c'est comme tous les gens qui se remettent à quelque chose, il y a une surabondance de citations qui finit par ressembler un peu à de l'étalage, si vous voyez ce que je veux dire. Il n'est pas sûr que... Voilà. Et alors ensuite, vous avez une architrave, cette espèce de chose à 2 bandes, là, puis une frise dans laquelle vous avez le nom du commanditaire, Pandulfus Malatesta, et puis vous avez une corniche, et une architrave, plus une frise, plus une corniche, ça fait un entablement, et ça c'est de la citation d'architecture classique absolue. Et donc là, on est vraiment dans l'idée que, à bas l'architecture gothique, et tout pour l'antique, et rien d'autre. Et alors vous voyez qu'à l'intérieur de Santa Maria Novella, on voit bien que le gothique est prédominant. Alors, ces chapelles, qu'elles soient absidiales ou latérales, c'est-à-dire qu'elles soient dans l'abside, au fond de l'église, ou qu'elles soient de chaque côté de la nef. Ces chapelles, à Florence, sont toujours un moyen pour une famille d'asseoir sa légitimité par un acte de commande ou de mécénat. Donc un acte de commande ou de mécénat. C'est-à-dire que ici, on va pouvoir utiliser un vocabulaire que tout le monde comprendra, ici à gauche, je vous présente M. Giovanni Tornabuoni, le donateur, à droite, Madame, et c'est ce qu'on appellerait volontiers, je pense, disons, le N-2
de la banque Médicis. On reparlera du N-1 dans un instant, mais lui, c'est le N-2. Donc, c'est celui qui est envoyé à l'endroit où la banque Médicis a le plus d'intérêt à être, le N-1 étant sur place pour aider le patron, si vous voyez ce que je veux dire, ou tenir la place du patron. Mais le N-2 est envoyé à l'endroit le plus important. Alors, les représentants des Médicis, ce sont des gens géniaux. Si Tommaso Portinari n'avait pas été le représentant des Médicis à Bruges, nous n'aurions pas aux offices aujourd'hui l'adoration des bergers de Hugo van der Goes, qui a converti d'un seul coup Florence à l'utilisation de l'huile au détriment de la tempéra. Et si le frère Portinari n'avait pas été le représentant des Médicis auprès des Sforza à Milan, nous n'aurions pas la chapelle de San Eustorgio, dans lequel est le grand sarcophage de Saint-Pierre Martyr. Vous savez, le dominicain qui a toujours la tête tranchée parce qu'il avait fait des bêtises et qu'on lui a fait payer. Bon, voilà. Et nous n'aurions pas la chapelle décorée à fresque de Vincenzo Foppa. Ça, ce sont des commandes Portinari. Alors, Portinari, c'est N-4, N-5, hein, à peu près. Mais lui, donc, Tornabuoni, c'est N-2. Et donc, c'est celui qui représentera, il passera une partie de sa vie à Rome, puisque c'est lui qui représente les Médicis auprès du siège pontifical. Et ça reste évidemment le poste le plus important en dehors de la direction locale auprès du patron que nous verrons tout à l'heure. Et alors, un des moyens pour Tornabuoni d'affirmer sa légitimité florentine, c'est de prendre une chapelle d'une église majeure. Alors en plus, il vaut mieux la chapelle absidiale que les chapelles latérales, c'est plus riche. Hein. Et donc, prendre quelqu'un sous contrat. Alors le personnage s'appelle Domenico Ghirlandaio, dont vous voyez qu'il a dû être orfèvre à un moment, puisqu'il était spécialisé dans la confection de guirlandes en métaux précieux. Hein. Et Domenico Ghirlandaio, donc, a reçu une commande de Monsieur Tornabuoni, qui a bien voulu inclure Madame dans, évidemment, la commande. Et voilà. Et alors vous voyez que dès ça, vous retrouvez les oves et les dards dans la partie supérieure, ici, mais alternés, effectivement, suggestion de pierre, suggestion d'œufs dorés. Vous retrouvez l'arc en plein cintre, qui n'est pas roman, qui est antique, hein, parce que seul l'arc en plein cintre peut supporter un entablement. Essayez de mettre un entablement sur un arc brisé, ça se casse inévitablement la gueule. Et alors, ce détail qui est absolument fantastique, car ça, alors personne n'a vu ça à Florence, c'est-à-dire ces grandes colonnades, dont on ne sait pas très bien à quoi elles servent ni d'où elles viennent, mais qui sont là pour dire, attention, plus encore que chrétiens, nous sommes romains. Et ça, c'est très important. Je crois que tout Florence veut dire une chose, qui est que peut-être Rome, c'est pas dans Rome, là-bas, où il y a le pape, c'est ici chez nous. Nous sommes la réincarnation des grandes cités du monde antique. Alors, on va laisser de côté une seconde, évidemment, la visitation, sur laquelle on reviendra. Les trois personnages qui occupent le cycle de fresques sont le Christ, et sa mère Marie, et puis Jean-Baptiste, le précurseur, dernier des prophètes et premier des saints. Et là, vous avez la naissance de la Vierge. Et alors, évidemment, cette naissance de la Vierge, Léon Battista Alberti, que je vous ai présenté tout à l'heure, il y a deux choses qu'il faut rappeler. D'abord, c'est qu'il arrive à Florence au début des années 1430, rentrant d'exil, parce que sa famille, ce sont des soutiens des Médicis. Et qu'il y a eu un moment où les Médicis ont été jetés dehors par l'alliance un peu contre nature entre des gens comme les Albizzi, les Strozzi, les Pazzi, etc., qui se sont dit, voilà, les Médicis c'est dangereux, donc hop, on a expulsé tout ça. Et évidemment, les Médicis ont une clientèle, et la clientèle se retrouve expulsée avec eux. Et donc quand Alberti rentre après l'exil de sa famille, il arrive à Florence et il dit, mais Florence, ma ville, c'est fabuleux. Et c'est fabuleux à cause de trois personnes sur lesquelles on va revenir tout à l'heure. Et il procède à l'écriture de deux choses qui sont le De Pittura, de la peinture, c'est le premier traité que nous ayons de peinture, hein, et le De Re Aedificatoria, premier traité d'architecture. Alors vous voyez, c'est très intéressant parce que vous avez vu qu'on a un autoportrait de Alberti qui est une sculpture. Là-dessus, évidemment, il fait un traité de peinture et en même temps, il fait un traité d'architecture. Ce qui veut dire que très probablement, il y a une circulation constante entre les trois modes d'expression. C'est ce qu'on essaiera de démontrer. Dans son traité de la peinture, Alberti dit, qu'est-ce que c'est qu'un tableau? C'est une boîte dont on a enlevé un des quatre côtés. Et si vous regardez ce que vous avez devant vous, c'est une fresque, ça pourrait être un tableau, mais vous avez vraiment l'impression d'une boîte dont on a enlevé un des quatre côtés, celui qui est vers vous, et vous avez l'impression de pouvoir regarder à l'intérieur de la boîte. Car par la magie de la perspective, la boîte ou le tableau plat, l'image plate, est tout d'un coup dotée de profondeur. Et vous avez l'impression, effectivement, d'une troisième dimension qui est absolument parfaite d'imitation. Alors, petit problème, Alberti dit, un tableau, qu'est-ce que c'est? C'est une seule scène,
dans un seul espace, dans un seul moment du temps, vu par un seul œil. Alors ça, tout le monde ne s'y est pas résolu tout de suite, parce que ça, c'est une définition renaissante du tableau. La définition gothique du tableau ou médiéval, c'est une Bible des pauvres. Et donc, ça sert à raconter l'histoire du salut à des gens qui ne savent pas lire. Et donc, si on raconte l'histoire du salut, ça va inévitablement ressembler plus à une bande dessinée qu'autre chose, parce qu'on va avoir plusieurs épisodes dans la même histoire. Et alors ici, vous avez une sorte de reliquat de cette fonction narrative. Vous le savez que la mère de la Vierge s'appelle Sainte Anne, elle est stérile, son père s'appelle Joachim, et évidemment, on attribue la stérilité de Sainte Anne à Joachim, son époux. Or, qui dit stérilité publique, dit péché privé. Et donc, Joachim est expulsé du temple, il s'en va se consoler chez les bergers, nourrir sa déprime chez les bergers, et comme c'est la Vierge Marie, tout ne peut être que miraculeux. C'est-à-dire qu'avant le Christ même, celle qui a été préparée pour le recevoir doit être l'objet de grâce spéciale. Et donc, Joachim, chez les bergers, reçoit la visite d'un ange qui lui dit « c'est bon, ça marche, ta femme est enceinte », et Sainte Anne reçoit la même chose. Et donc, ils convergent tous les deux, lui de la campagne, elle de la ville, et ils se rencontrent à ce qu'on appelle traditionnellement, depuis Jacques de Voragine, la rencontre à la Porte d'Or. Et je pense que ce que vous avez là, c'est l'évocation de la rencontre à la Porte d'Or, suite à la double annonciation, et ensuite, vous avez le résultat qui est la naissance de la Vierge, sur lequel nous reviendrons tout à l'heure. Mais je voudrais attirer votre attention sur un détail, parce que c'est là où il faut un petit peu quand même travailler. Hein. Vous voyez, cette voûte en berceau avec plafond à caisson. Si vous avez vu des voûtes en berceau avec plafond à caisson dans l'art gothique, vous me téléphonez tout de suite et on fera un symposium. Hein. Voilà. Parce que normalement, il n'y a pas de voûte en berceau et il n'y a pas de plafond à caisson dans l'art gothique. Et donc ça, c'est une signature de retour à l'antique. Et évidemment, si vous connaissez votre Santa Maria Novella, vous savez que sur le mur d'entrée à gauche, je vous ai remis ici brièvement la scène évidemment de, et vous voyez là plus nettement probablement la voûte en berceau et le plafond à caisson. Et alors, si vous connaissez votre Santa Maria Novella, vous savez que quand vous rentrez évidemment dans la nef, sur la gauche, sur le mur de gauche de la nef latérale de gauche, vous avez cette image extraordinaire. Image extraordinaire qui est la Trinité de Masaccio. Je vous ai parlé tout à l'heure de Alberti disant que la grandeur de Florence tient à trois personnages qu'il découvre quand il y revient. Un peintre, un sculpteur, un architecte. Le peintre, c'est Masaccio. Et vous voyez qu'ici, ce qui est absolument extraordinaire, c'est que dans une surface totalement plane, par la maîtrise parfaite qui annonce Piero della Francesca, par la maîtrise parfaite évidemment de la perspective, vous avez véritablement l'impression que vous avez en dessous, vous pouvez voir le tombeau où est enterré le donateur, qu'au-dessus, en saillie, vous avez une sorte de petite terrasse sur laquelle sont à genoux le donateur à gauche et la donatrice à droite, qu'ensuite vous avez des pilastres cannelés, puis des colonnes sur lesquelles repose un arc en plein cintre avec une archivolte magnifique, c'est une architrave quand elle est circulaire, et que derrière les colonnes, vous avez la Vierge et Saint Jean qui sont au pied de la croix, dont derrière la croix, on voit le Père qui apparaît dans la croix. Tout ça est totalement plat. Et l'impression de profondeur est tout simplement la maîtrise absolue des lois de la perspective. Et alors, en plus, on vous en fait un peu, là aussi, toujours dans le... Hein, allons jusqu'au bout de... Puisque vous voyez que au-dessus de l'archivolte, dans les deux écoinçons, les parties latérales, et sous l'architrave, et à côté des chapiteaux composites, feuilles d'acanthe volutioniennes, des pilastres cannelés, vous avez deux merveilleux oculi sculptés, à double, d'une certaine manière, coquille Saint-Jacques, emboîtées l'une dans l'autre. Alors ça, je veux dire, si vous aviez un petit manuel de comment faire de l'architecture antique pour les nuls, hein, vous auriez tout ça. Et on vous dirait, vous ne pourrez pas passer pour un architecte antiquisant si vous n'introduisez pas tout ça dans votre bâtiment. Et vous voyez que Masaccio, ici, dans sa peinture, procède à une leçon d'architecture. Et il dit, si vous voulez véritablement que Florence soit une ville renaissante, qu'elle soit le phare de la Renaissance, il va falloir que vous vous mettiez à faire des architectures comme ça, sinon, effectivement, ça ne pourra pas marcher. Et donc, Alberti est celui qui va identifier Masaccio comme le porte-parole de la Renaissance. Et pour ça, on est obligé de traverser l'Arno, c'est-à-dire d'aller oltre Arno, dans une église qui s'appelle le Carmine, C-A-R-M-I-N-E, où il y a une chapelle qui a été donnée par un monsieur plein d'idées qui s'appelait monsieur Brancacci.
Et M. Brancacci, lui, il a eu le génie de quand même financer 3 peintres. Parce que c'est quand même ça aussi, vous comprenez. Le leadership, ça correspond quand même à un certain exercice du mécénat. Hein. J'avais emmené il y a quelques années un groupe de gens aux États-Unis, au fin fond de Philadelphie, pour voir la collection du magnat du clou du fer à cheval, hein, qui avait dépensé énormément d'argent à Paris. Le problème, c'est qu'il avait dépensé énormément d'argent à Paris entre 1875 et 1895, et que dans la collection du magnat du clou du fer à cheval, il n'y avait pas un seul impressionniste. Dommage. Là, il y a un problème. Hein. Bon. Et donc, ici, Brancacci a payé 3 personnes. Le premier, Masolino, qui est un fond gothique. Le deuxième, Masaccio, qui est vraiment le fondateur de la Renaissance. Et le troisième, Filippino Lippi, le fils de Filippo Lippi et de la nonne de Prato. Et alors, bon, vous vous attendez probablement, et vous avez raison, à ce que je vous sorte le morceau de bravoure de Masaccio, c'est-à-dire ce qu'on appelle la fresque du tribut, qui est absolument extraordinaire, parce que contrairement à Giotto, dont les personnages, s'ils sortaient dans le réel, pourraient y marcher parce qu'ils ont la stature volumétrique pour le faire, hein, même si leurs vêtements nous paraisseraient un peu étranges. Mais nous ne pouvons pas rentrer dans l'espace de Giotto. L'espace de Giotto ne nous contient pas. Il contient à peine les formes volumétriques de ces personnages. Et alors là, vous avez effectivement l'extraordinaire ouverture en éventail de 2 rangées d'arbres qui s'en vont en oblique pour agrandir le champ de vision du paysage. Ça, évidemment, Piero della Francesca s'en souviendra magnifiquement dans le baptême du Christ, fait pour Borgo San Sepolcro, mais maintenant, évidemment, à Londres. Et alors, c'est très émouvant parce que vous avez des éléments archaïques et une modernité totale. C'est-à-dire les éléments archaïques, bien sûr, c'est le fait que vous avez 3 épisodes d'une même histoire dans, effectivement, un seul espace. Les 3 épisodes, c'est quelqu'un se présente, effectivement, pour dire qu'il faudrait quand même que le Christ paie l'impôt. Hein. Alors les disciples disent « Oh, on va payer l'impôt », enfin, ça vous rappellera peut-être quelque chose. Bon. Et à partir de ça, bien sûr, le Christ dit « Bon ben voilà, dit à Saint-Pierre, va, prends un poisson, n'importe lequel, celui qui sortira du lac, enfin celui qui se présentera, et tu verras, tu trouveras dans sa bouche une pièce d'argent. » Et une fois que la pièce d'argent est revenue, le Christ, vous savez, dit « Alors maintenant, de qui y a-t-il le visage sur cette pièce ?» Et alors tout le monde répond « De César. » Et le Christ dit « Alors rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » D'où le fait que, effectivement, le Saint-Pierre va rendre... Alors vous voyez que c'est très intéressant, parce que vous avez un personnage qui apparaît 3 fois, Saint-Pierre, dans 3 actions différentes, et un personnage qui apparaît 2 fois, c'est la personne qui ramasse le tribut, que nous voyons ici de dos, puis ensuite légèrement de 3/4 ici. Et donc vous voyez, ça c'est un archaïsme, le fait que la scène puisse être présentée, la même histoire, soit présentée en 3 épisodes dans un seul espace et un seul moment du temps, là nous sommes dans un univers qui est encore archaïsant. Mais évidemment, la volumétrie des personnages, là par exemple, vous n'avez aucun doute que vous pourriez passer derrière Saint-Pierre pour rentrer effectivement dans l'une des 2 portes qui s'ouvrent de chaque côté d'eux. Ça, il n'y a aucun problème. Vous pouvez rentrer dans cet espace-là. C'est tout à fait extraordinaire. Et alors, ce qu'il y a d'absolument fabuleux, c'est évidemment le passage à véritablement 2 choses, c'est-à-dire le corps-volume, et non pas le corps plat cerné, le corps-volume. Alors ensuite, toute une partie de l'avant-garde, ça consistera à revenir à des corps plats cernés. Ça, c'est clair. Hein. Prenez par exemple toute la période fauve de Braque, la plaque au laurier cerné, ça sera une régression novatrice pour effectivement le début du XXe siècle. Mais ici, la véritable innovation, c'est on renonce à la plaque cernée et on vous fait des statues vivantes. Hein. Ça, c'est quand même... Alors ça, c'est très intéressant, parce que ça veut dire que la référence de la peinture, c'est la sculpture. C'est pour ça que l'exposition est tellement importante, parce qu'elle montre bien comment la peinture essaie d'imiter la sculpture, c'est-à-dire, encore une fois, le volume. Et là, vous avez beau faire et dire, vous avez vraiment l'impression que l'air circule entre les visages. Ça, c'est prodigieux. Et quand vous approchez, évidemment, ce qui est aussi étonnant, c'est l'individuation. C'est-à-dire que chaque visage devient individuel, et le visage n'est plus symbolique, comme il l'était assez lourdement et simplement, même dans la sculpture gothique la plus remarquable. Là, on est véritablement dans autre chose, et alors évidemment, ça débouche sur des choses comme ça, qui est à l'exposition. Alors ça, c'est un des intérêts de ce genre d'exposition, c'est que ce portrait de Niccolò de Uzzano, qui a longtemps été attribué à Donatello, et qui est maintenant attribué à Desiderio da Sattignano, qui est un portrait magnifique. Mais, si vous voulez, vous voyez bien ici
qu'il y a un glissement hors du visage symbole vers le visage effectivement figuré, réel, une personne et pas une autre, qui, d'une certaine manière, atteint à l'éternité par la représentation. Ça, c'est l'intérêt de ce genre d'exposition, c'est-à-dire que, vous comprenez, quand il a été question de choisir les œuvres, ça a donné l'occasion à tout un tas de gens, au Bargello, au Louvre, de re-regarder cette œuvre, et cette œuvre qu'on avait attribuée un tout petit peu vite à Donatello, elle était attribuée à, donc ça voulait bien dire qu'on avait quelques doutes sur, elle est finalement maintenant donnée à Desiderio da Settignano. Et ça, c'est l'intérêt de ces grandes machines d'exposition, c'est de rassembler un certain nombre de spécialistes qui confrontent leur point de vue et qui, quelquefois, déplacent des étiquettes ou les changent. Bon, est-ce que c'est fondamental? Je ne sais pas. Alors lui, c'était qu'un anti-Médicis, ça c'est clair. Lui, il appartenait au groupe Pazzi, Strozzi, Albizzi. C'était un peu un second couteau, mais c'était véritablement un opposant des Médicis. Et alors vous voyez que, outre l'extraordinaire qualité de l'individuation qui va jusqu'aux verrues du visage. Quand Ghirlandaio, dans un très beau portrait du grand-père et de son petit-fils, représente les verrues du visage, c'est pas par hasard. Hein. Ici, vous avez aussi des verrues du visage. Ça fait partie de la singularité personnelle du modèle, qui est reprisant. Et là, si vous voulez, le réalisme sauve l'individu, alors que le symbolisme rejetterait l'individu dans la catégorie d'un type. Et là, ça serait beaucoup moins intéressant. Et d'autre part, vous le voyez, il est habillé à l'antique. Donc on est bien dans la perspective, effectivement, de l'exposition, qui est que tous ces gens-là fondent leur légitimité non pas sur la référence au modèle chrétien, le saint, caractérisé par les trois vertus théologales de la foi, de l'espérance et de la charité, mais au héros antique, chef, c'est pas la peine de sourire, mais au héros antique caractérisé par les quatre vertus cardinales, la prudence, la tempérance, la force et la justice. Là, vous avez quelqu'un qui dit « je suis légitime parce que mon modèle, c'est un héros antique et non pas un saint ». Ça, c'est très, très important. Alors, si on revient un tout petit peu en arrière, vous voyez bien sûr, que, outre ce plafond à caisson en berceau, vous avez un ensemble de pilastres absolument somptueusement décorés, dont la décoration ne peut venir que du monde antique. Et je vous ai mis ça ici, parce que vous sentez bien ici que le portrait peint fait référence à un profil de médaille, donc c'est une peinture qui tire d'une certaine manière sa séduction de ressembler à un profil de médaille, et que ce qui est absolument extraordinaire, c'est la décoration du pilastre derrière qui renvoie évidemment à des modèles antiques qui n'avaient pas été utilisés en Europe occidentale depuis pratiquement la fin de Ravenne. Donc voilà, sauf dans des endroits où on avait des antiquités réelles, comme par exemple Autun. Dans la cathédrale d'Autun, vous avez un certain nombre d'éléments de piliers qui ont visiblement été empruntés ou copiés des ruines romaines d'Autun. Et alors, vous voyez que ce personnage-là, profil de médaille qui fait allusion à l'art des médailles, n'oubliez pas, à l'époque, on n'échange pas des photographies, on échange des médailles. La médaille, c'est ce qui permet de se rendre compte de à quoi ressemble la personne avec qui vous commercez, vous échangez, etc. Et alors, évidemment, le plus étonnant, c'est cette frise fabuleuse de Putti, c'est-à-dire que, est-ce qu'on est encore dans des anges? Est-ce qu'on est dans un retour à une démultiplication de Cupidon? Qui saurait le dire? Est-ce que c'est une évocation du monde antique? Est-ce que c'est une évocation de ces créatures un peu mystérieuses qui se baladent dans l'Empyrée? Probablement, effectivement, un mélange des deux. Et là, on sort du registre angélique chrétien pour introduire un registre Cupidon antique qui va permettre effectivement de créer ces petites choses absolument merveilleuses qu'on appelle les Putti. Et alors c'est clair que dans la naissance de la Vierge, vous avez effectivement une référence à deux choses qui sont quoi? Qui sont très probablement les deux cantoriers, c'est-à-dire les deux tribunes de chantre de Santa Maria del Fiore, Sainte Marie de la Fleur, qui est la cathédrale de Florence. Ici, la tribune de Donatello, où vous retrouvez le même mouvement de présence jeune, pour ne pas dire enfantine, dansante, et vous verrez que dans celle qui lui fait face de Luca della Robbia est beaucoup moins mobile, beaucoup moins dansant que Donatello. Et donc, quand Ghirlandaio a regardé les deux tribunes de Sainte-Marie de la Fleur pour s'en inspirer
pour la frise de la naissance de la Vierge, il s'est dit le plus intéressant, c'est quand même le plus dansant, le plus mouvant, le plus remuant, c'est Donatello, et c'est là qu'il faut aller chercher son inspiration, pas chez Luca della Robbia. Et alors évidemment, à l'exposition, les gens, si vous voulez, outre, il n'y avait pas que dans les églises, que dans les lieux publics, qu'on utilisait ce genre de lieu intermédiaire entre le Cupidon païen et l'ange chrétien. On avait ça chez soi sous la forme d'objets d'art décoratif. Et à ce moment-là, on changeait de matériaux, on passait très probablement de la pierre au métal, la taille était évidemment réduite, et on pouvait avoir ça chez soi comme élément, encore une fois, de style décoratif. À ce moment-là, la dérive vers le Cupidon était probablement dans l'espace domestique plus nettement marquée que dans l'espace public. Et alors, vous le savez, il y a à Prato un endroit assez magnifique, puisque des marchands de Prato auraient acheté à Jérusalem ce qu'on appelle la Sainte Ceinture ou la Ceinture de la Vierge. Alors, vous le savez, ça, c'est l'histoire de saint Thomas. Saint Thomas a toujours tout raté. En ça, c'est un personnage éminemment sympathique parce que, enfin, pas vous, bien sûr, mais à moi, il me ressemble un peu. Il arrive toujours un peu trop tard, après la bataille. Déjà, lors de la première apparition, il n'est pas là, donc il va nous faire le coup il faudrait que je mette mes doigts dans les... etc. Bon. Et puis, pour la mort de la Vierge ou pour la dormition de la Vierge, ben, il n'est pas là non plus. Dans un très beau tableau qui est dans la collection Timken à San Antonio, dans un très beau tableau qui doit être un Gérard David ou quelque chose comme ça, on voit la dormition de la Vierge au premier plan, et à l'arrière-plan, là aussi, plusieurs épisodes dans une même image, on voit saint Thomas qui court comme un des ratés, et alors, comme la Sainte Vierge est gentille et qu'elle ne veut pas qu'il se dise qu'une fois de plus il a tout raté, elle laisse tomber sa ceinture. Comme ça, il sait qu'elle est partie, et en même temps, il sait que, bon, elle l'a vue, donc c'est sympa. Et alors ça, c'est le reliquaire de la Sainte Ceinture à Prato, où vous retrouvez ce même motif des angelots putti dansants, qui, effectivement, témoignent d'une sorte de récupération par l'antique du motif de l'ange médiéval. Ça, c'est absolument essentiel. Alors, on a changé d'histoire. Là, ça n'est plus la naissance de la Vierge, c'est la naissance de Saint Jean-Baptiste. C'est la même histoire. Une dame plutôt âgée, Élisabeth, qui n'a pas d'enfant, un mari, Zacharie, qui se fait jeter dehors du temple parce que si sa femme est stérile, c'est de sa faute à lui. Donc voilà, finalement, un ange lui apparaît pour lui dire qu'il va avoir un fiston, il n'y croit pas, et on lui dit, ben, comme ça, tu resteras muet jusqu'à la naissance du fiston, et voilà. Et donc là, nous avons la naissance de Jean-Baptiste, Élisabeth sur son dodo, alors avec des choses étonnantes. Là, par exemple, vous avez ce qu'on appelle un pilastre rentrant. C'est-à-dire non pas un pilastre plat sur un mur ou non pas un pilastre saillant, épousant la forme d'un coin, mais épousant la forme d'un coin ici, à l'intérieur. Il a fallu que ces gens-là, si vous voulez... Alors c'est des gens qui ont quoi pour connaître l'architecture de l'Antiquité? Ils ont deux choses. Ils ont les ruines, qui commencent à être découvertes à l'époque, mais qui le seront beaucoup plus au XVIe siècle, mais quand même, ils commencent à regarder les ruines, et puis ils savent qu'il y a un type qui a écrit un traité d'architecture de l'Antiquité, mais qu'on a sans les planches, sans les illustrations. Ce type, c'est Vitruve, Marcus Vitruvius Polus. Et les gens lisent un peu Vitruve, tout en se disant que la description sans image, évidemment, pour un architecte, c'est un peu embêtant, mais quand même. Alors, ici, nous retrouvons le fonctionnement traditionnel de ces scènes que je n'ai pas élucidé dans la naissance de la Vierge, mais vous le voyez, c'est très clair que l'image, il y a deux types de personnages. Il y a des personnages qui illustrent le texte dogmatique légendaire, c'est-à-dire vous avez Élisabeth au lit, une servante qui lui apporte un petit frichti pour se remettre après la naissance derrière le lit, et en avant du lit, vous avez deux servantes qui vont pour la première fois donner le bain à Jean-Baptiste. Bon. Enfin, Jean. Bon. Et puis, vous avez trois personnes qui, visiblement, sont des contemporains, c'est-à-dire des gens alliés à la famille des Tornabuoni, que les Tornabuoni ont demandé à Ghirlandaio de mettre là-dedans, ce qui a l'avantage de rappeler que la foi ne nous intéresse que si elle nous rejoint dans la quotidienneté contemporaine de nos existences, et puis deuxièmement, ça a l'avantage de mettre sur les murs des gens que les contemporains peuvent reconnaître et disent « t'as vu la petite Untel, elle est sur le tableau là ». Et quand même, ça pose, si vous voulez, ça c'est important. Et alors, dans ce tableau-ci, vous avez un truc absolument étonnant, c'est-à-dire le personnage de droite, qui est somptueux et qui est vraiment fabuleux, et qui est tout simplement, évidemment, une canéphore, c'est-à-dire une porteuse de panier, qui est sortie de l'Erecteion d'Athènes et qui, évidemment, se promène librement dans l'espace. Ça, c'est une citation antique, absolue, totale. Et alors, si vous regardez, c'est de la peinture, mais si vous connaissez un peu votre sculpture antique, et je suis sûr que vous la connaissez, vous voyez bien que le mouvement du voile ici est
totalement de l'ordre de la sculpture plutôt que de la peinture. On est là dans un univers qui mêle absolument architecture, peinture et sculpture, ce qui débouchera forcément sur ce qu'on appelle le débat du parangon, qui sera très important à Florence dans la deuxième moitié du XVe, la question étant, de ces trois arts, lequel est le plus important? Et chacun, évidemment, des partisans ira de son couplet que nous allons laisser de côté pour le moment. Revenons à la Visitation, que nous avions vue au départ. C'est magnifiquement fait, je ne sais pas si vous l'avez vu comme moi, c'est-à-dire qu'il y a une utilisation de la perspective qui permet de faire descendre la partie gauche de la fresque vers la ville et de remonter la partie droite de la fresque vers, on verra quoi tout à l'heure. Et ça permet de faire advenir ici une architecture antique parfaite, les deux colonnes, je ne vais pas vous le refaire, l'architrave qu'on voit qui est là à quatre faces, c'est vraiment une architrave de riche, hein. Et puis alors, évidemment, les bas-reliefs sculptés sur le côté, ça c'est très important, c'est de la signature antique pure, un motif de sirène qui renvoie à ce qui deviendra plus tard les grotesques, même si Domus Aurea n'est pas encore redécouverte, et puis, évidemment, un personnage qui se bat, un héros à cheval, ou, alors là aussi, chevalier médiéval, héros à cheval. Et vous retrouvez la même configuration, la descente, la montée, les deux personnages qui appartiennent, et les deux assistantes qui appartiennent ici très probablement à la scène telle qu'elle est voulue par, évidemment, le texte évangélique, Luc, et puis les spectateurs contemporains qui sont là. Hein, ça, c'est quand même très important. Alors, le personnage, évidemment, du chevalier, suggère inévitablement, ça c'est très intéressant, c'est Ognissanti, vous savez, c'est cette église qui est en plein milieu de la rue principale de Florence, à peu près à mi-chemin entre le pouvoir religieux, le dôme, et le pouvoir public, le Palazzo Vecchio, et dans cette église qui est constituée uniquement par des donations de la population florentine et surtout des grands artistes, c'est-à-dire des grands syndicats, on va en reparler dans un instant, hein, il y a ce personnage, le Saint-Georges de Donatello, qui est une sorte de tentative de fusion entre le chevalier médiéval et le héros antique. Et ça, c'est absolument prodigieux. C'est à la fois, si vous voulez, quelque chose qui rend compte d'une sorte de sacralisation de l'art militaire, avec un visage absolument inoubliable d'élégance et de raffinement. Et c'est vrai que là, on est dans quelque chose qui renvoie à la pureté d'intention du chevalier médiéval et en même temps, effectivement, au héros antique. Alors, on rajoute quand même quelque chose dans l'action, qui est une prédelle sculptée. Vous savez, la prédelle, ce sont ces petits panneaux qui sont en dessous des grands tableaux et qui racontent généralement d'autres épisodes de la vie des personnages qui sont représentés sur le tableau. Et là, vous avez une grotte d'où est sorti le monstre que Saint-Georges est en train d'estourbir pour pouvoir ensuite épouser la princesse de Trébizonde que le monstre allait dévorer. Tout ça est assez normal. Le bon docteur Sigmund nous dira que très probablement le dragon n'est autre que le papa de la princesse de Trébizonde. Mais on ne va pas s'attarder là-dessus maintenant et on ne va pas faire de la psychanalyse au petit pied. Voilà. Alors, nous avons ces deux espaces absolument fabuleux, hein, parce qu'on devine que derrière la scène sacrée, qu'est-ce qui demande à entrer dans le champ du tableau? Le réel contemporain. Donc, on a, si vous voulez, un noyau dur de dogme qui est un christianisme antico-médiéval, mais on a, avant ce christianisme antico-médiéval, l'Antiquité pure, et on a, après, le monde contemporain. Et finalement, l'Antiquité et le monde contemporain vont occuper de plus en plus de place à l'intérieur du tableau, de l'image, au détriment, finalement, de la racine chrétienne médiévale. Et alors, ça, c'est génial. Ça, si vous voulez, c'est... ah bon? Il y a une visitation? Alors ça, on n'en a rien à cirer. Hein. Alors là, vraiment, la visite, elles peuvent se visiter tout ce qu'elles veulent, mais nous, ça ne nous intéresse pas. Ça, c'est génial. Je n'ai pas rapporté le tableau ici, mais ceux d'entre vous qui ont régulièrement travaillé avec moi savent la passion qui me lie à l'admirable tableau de Jan van Eyck qui s'appelle La Vierge du chancelier Rollin, où derrière Nicolas Rollin, légitimé par la bénédiction christique, vous avez sur les remparts deux personnages qui se contrefoutent de la légitimation de Nicolas Rollin, pourtant chancelier du duché de Bourgogne, un des hommes les plus puissants de son temps, par la Vierge Marie et l'enfant Jésus sur ses genoux, et qui sont en train de regarder quoi? La face mobile du monde. Et alors ces gens-là, c'est exactement la même chose, ils disent alors là, vraiment la visitation, rien à secouer, nous ce qui nous intéresse, c'est le monde réel. Et alors en plus, la signature est terrible,
Parce que même moi qui ne suis pas très intelligent, je me dis que la petite structure architecturale à droite, là, ça devrait nous rappeler quelque chose. Et oui, ça nous rappelle quelque chose, ça nous rappelle la tour du Palazzo Vecchio de Florence. Donc ce qui est en train de se passer de l'autre côté du mur, c'est bien le contemporain. Et ces gens-là vous disent, écoutez, ce beau récit ancien de deux dames, une jeune, une vieille, qui se font des papouilles parce qu'elles vont tous les deux mettre... Alors ça n'a aucun intérêt. Ce qui nous intéresse, c'est le contemporain. Et alors c'est là où on va se transporter dans une autre église, qui s'appelle Santa Trinita, qui n'est pas dans l'Oltrarno non plus, qui est de ce côté-ci de l'Arno, en face, si vous voulez tout savoir, de Ferragamo. Je crois que notre passion pour la fanfreluche nous perdra. Mais voilà. Et cette chapelle, c'est ce qu'on appelle la chapelle Sassetti. Alors, Sassetti, c'est le N-1 de la Banque Médicis. Si Tornabuoni, c'est le N-2, Sassetti, c'est le N-1. C'est, si vous voulez, le premier fondé de pouvoir. C'est vraiment l'homme de confiance de Côme. Hein. Il aurait bien voulu avoir la chapelle absidiale de Santa Maria Novella, mais il n'a pas signé le contrat à temps. Et donc, les ecclésiastiques ont dit, c'est de ce mec qui veut, qui ne paie pas, bon, on va donner ça à Tornabuoni, il y a les sous, on n'en parlera plus. Et donc, finalement, Sassetti, bien que N-1, perd la chapelle absidiale au profit du N-2 et récupère la chapelle, effectivement, ici, à Santa Trinita, ce qui était quand même moins prestigieux. Au centre, une adoration des bergers par, effectivement, Ghirlandaio, qui est très nettement inspirée par l'adoration des bergers de Hugo van der Goes. Je n'ai pas le temps de m'attarder là-dessus, mais c'est absolument étonnant. Et alors, vous avez à nouveau les deux donateurs, excepté, vous le voyez, que M. Sassetti est un homme extrêmement galant. C'est-à-dire qu'il a laissé sa femme occuper la position honorable, c'est-à-dire à la droite de la scène sacrée, à gauche pour nous, et il s'est réservé la position la moins honorable, à droite de la scène sacrée pour nous, mais à gauche pour la scène sacrée. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut toujours faire très attention aux axes de lecture, parce que sinon, effectivement, on se plante. Hein. Et donc, M. Sassetti a un peu de surface et de circonférence, si vous voyez ce que je veux dire. Bon. Et alors, la scène sur laquelle je vais m'attarder une minute, c'est celle-ci. Cette scène représente l'approbation de la règle de Saint François par le pape. Et alors, c'est très curieux, l'approbation de la règle de Saint François, elle apparaît coincée en sandwich entre deux autres moments de l'image. C'est-à-dire que derrière la scène, je vous la montre quand même pour que vous me croyiez, hein. Vous voyez le pape, vous voyez Saint François à ses pieds, il a soumis la règle, le pape a dû envoyer la règle au Sacré Collège des cardinaux pour leur faire dire, bon alors c'est bon, c'est pas bon, bon les cardinaux ont dit oui, finalement c'est pas mal, bon. Et donc là ici, le pape rend la règle en disant tu peux rassembler une communauté autour de toi qui fonctionnera selon cette règle. Hein. Et alors, évidemment, ça c'est au milieu de la toile. Et vous avez un arrière-plan de la toile. Donc vous dites, c'est curieux, ça me rappelle quelque chose. Et oui, ça vous rappelle quelque chose. Parce que si vous regardez évidemment attentivement ce bâtiment-là, avec en particulier ça, hein, eh ben c'est ça, forcément, avec ça. C'est-à-dire, c'est le Palazzo Vecchio lui-même. C'est bien Florence qui dit au pape et à Saint François, poussez-vous les chéris, qu'on me boit. C'est ça le problème, vous voyez, c'est absolument extraordinaire. Hein. Et d'autre part, évidemment, ce qui est quand même très étonnant, c'est la Grande Loggia derrière, et la Grande Loggia derrière, la voilà, elle est toujours là, sur la place de la Seigneurie à Florence, elle n'a pas bougé. Hein. Et vous voyez donc qu'on vous met quelque part le pape et Saint François pour vous dire, oui, ça marche toujours, ça, hein, mais on vous dit, attention, hein, ne vous installez pas dans un discours explicatif qui n'est peut-être plus performant pour aujourd'hui. Hein. Pensez quand même que l'essentiel, c'est que nous épousions le contemporain. Hein. Et alors évidemment, ces structures à loggia, à arcades, qui sont le signe même, évidemment, la signature architecturale de la Renaissance italienne, qu'on les trouve à Séville, à la Casa de los Pilatos, ou qu'on les trouve dans la galerie d'Anne de Beaujeu, la sœur aînée de Charles VIII, à Moulins. Hein. Quand Charles VIII rentre plutôt piteux de son expédition italienne, sa grande sœur Anne de Beaujeu, qui a été la régente, se dit, il faut quand même que je console le petit, et elle fait donc une loggia à arcades qui lui rappellera l'Italie. Hein, bon, ça sera ce qui lui restera d'Italie, pas grand-chose, mais enfin, ça sera toujours ça, comme disait l'autre. Et alors, vous voyez que ces loggias à arcades qu'on retrouve ici dans l'hôpital des Saints Innocents, dont il sera question tout à l'heure, avec les médaillons de Luca della Robbia, les médaillons blancs sur fond bleu, hein, qui, ça, est entièrement commandité par l'Arte della Lana. Ça, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la responsabilité sociétale des entreprises. C'est-à-dire que le syndicat patronal du textile florentin,
hein, décide que c'est difficile d'être légitime si on ne rend pas à la communauté une partie de ce qu'on lui a appris par le travail de ses membres. Donc il faut faire un orphelinat, puisque un des problèmes de Florence, c'est les enfants qu'on trouve abandonnés sur les marches de pas mal d'églises. Et vous voyez, si un certain nombre de gens savaient ça, on ferait peut-être moins de bêtises et il y aurait peut-être effectivement une légitimité plus grande de certaines entités entrepreneuriales. Pas toutes, Dieu merci, mais bon, voilà. Et ça, c'est extraordinaire. Alors là, évidemment, qui c'est ce monsieur-là? C'est Brunelleschi. Et évidemment, on a parlé de Masaccio, le deuxième personnage dont Alberti vous dit, sans lui, la Florence contemporaine qui méthode ne serait pas ce qu'elle est, c'est Brunelleschi, l'architecte à droite. Et cet architecte-là, c'est celui qui va faire la chapelle des Pazzi. Les Pazzi, évidemment, alors pour ceux d'entre vous qui ont régulièrement voyagé avec moi, il me semble bien que sur le mur du fond, là, vous avez une serlienne, je m'excuse, c'est le retour du refoulé, bien sûr, hein, qui revient à ce moment-là. Et la serlienne, je vous rappelle, c'est-à-dire un grand rectangle central surmonté d'un arc en plein cintre avec deux rectangles latéraux, etc. La serlienne, c'est une ouverture, c'est une baie, qui n'a pas existé dans l'architecture entre la fin du monde antique et la Renaissance. Personne n'a fait de serlienne entre la fin du monde antique et la Renaissance. Donc, bâtir une architecture sur la serlienne, c'est ouvertement s'engager dans une fidélité au monde antique et le faire renaître. Et alors, la conjuration des Pazzi, on va en dire deux mots, puisqu'il est question des Pazzi, elle se passe dans ce qui est considéré comme le bâtiment fondamental de Florence, c'est-à-dire la cathédrale, le Duomo, Sainte-Marie de la Fleur. Vous le savez, Laurent et Julien de Médicis sont à l'intérieur de l'église, les Pazzi ont décidé de s'en débarrasser, ils réussissent à assassiner Julien, et Laurent est emmené à toute allure avec quelques sbires par Ange Policien, qui l'entraîne dans la sacristie, ferme les portes de la sacristie et pousse contre les portes les meubles de la sacristie, ce qui permettra effectivement à Laurent d'être sauvé, alors que Julien, que vous voyez ici peint par Botticelli, restera sur le carreau. Hein, ça, c'est clair. Et alors, ce qui est merveilleux, c'est qu'ici, vous avez, et elle est à l'exposition, et ça, c'est bouleversant, la maquette de Sainte-Marie de la Fleur par Brunelleschi. Brunelleschi étant le premier architecte du monde moderne à avoir dit « si vous construisez suivant mes plans et suivant mes maquettes, ça tiendra ». Parce que juste là, on construisait, ça tenait tant mieux, ça ne tenait pas, on recommençait, jusqu'à ce que ça tienne. Alors que là, Brunelleschi prend le pari, il dit c'est très simple, si vous suivez mes plans et ma maquette, quand vous mettrez la dernière pierre là-haut tout en haut, ça tiendra. C'est ce qu'ils ont fait, ça a tenu, ça tient toujours. Ça, c'est fabuleux, on a changé de monde ce jour-là. C'est-à-dire que l'architecture est passée par l'abstraction du plan. Elle n'a plus été simplement une expérience empirique qui marchait ou pas, mais on pouvait dire à l'avance que si on respectait un certain nombre de lois de géométrie et de physique, qu'on exprimait à travers un plan ou à travers une maquette, ça tiendrait. Ça, c'est absolument fondamental. Et là, on voit bien que l'architecture, qui est une sorte de sculpture habitable, elle a un lien, bien sûr, avec le sujet de l'exposition. Et alors, bon, vous retrouvez notre fameuse confirmation de la règle de Saint-Benoît par le pape. Derrière, on a évoqué la figure de Florence. Et puis devant, il y a aussi des gens qui ont l'air de se foutre, comme de l'an 40, de la confirmation de la règle de Saint-Benoît par le pape. Parce que, il y a tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a, en gros, on ne va pas s'attarder trop, mais quand même, il y a quand même ici Laurent, celui qui a survécu, et il y a M. Sassetti, le donateur, bien sûr, de la chapelle. Et devinez qui est-ce qui est là, c'est-à-dire qui est-ce qui sort au premier plan avec les enfants de Laurent? Ange Policien, celui qui l'a sauvé dans la cathédrale et auquel Laurent, sauvé par lui, a décidé de confier l'éducation de ses enfants. Parce que, passez-moi l'expression, Ange Policien que vous voyez ici, c'est une des têtes de Florence. La preuve, c'est que dans l'annonce de l'ange à Zacharie, autre fresque de Sainte Maria Novella, vous avez les quatre grands. Et les quatre grands, c'est à gauche Marsile Ficin, le fils du médecin de Côme l'Ancien, de Côme de Médicis. Au premier plan, vous avez Cristoforo Landino, Ange Policien toujours reconnaissable à son nez un peu protubérant, et puis Pile de la Mirandole. Là, vous avez véritablement les quatre piliers de l'intelligence florentine sur lesquels on reviendra tout à l'heure. Donc encore une fois, Marsile Ficin, ici, et en gravure, Ange Policien ici est beaucoup plus âgé, et les trois que je viens de noter. Donc vous voyez là, au premier plan, les Médicis,
c'est-à-dire Laurent, celui qui a survécu, la succession dynastique, les enfants, et puis la cheville ouvrière Ange Policien qui a sauvé physiquement Laurent, mais qui a aussi sauvé la réputation intellectuelle antiquisante de Florence. Derrière, comme ça, là, puisqu'il faut bien une utilité, le pape et la règle de Saint-François, et derrière, à nouveau, Florence. Le pape et la règle de Saint-François sont complètement pris en sandwich entre des affirmations, effectivement, de légitimité florentine. Et dans un coin de la chapelle, vous avez ça, une statue de David. Et vous savez, c'est une statue peinte. Vous vous souvenez, tout à l'heure, on a vu que Masaccio avait emprunté les formes des corps et le type de visage à la sculpture. Ici, effectivement, c'est la sculpture qui est d'une certaine manière mise au service de la peinture. Hein. Et c'est une statue de David. Alors bon, vous avez compris déjà de quoi on va parler. Hein. Le premier, évidemment, David, parce que Alberti vous dit, s'il y a Masaccio en peinture, s'il y a Brunelleschi en architecture, en sculpture, c'est un monsieur qui s'appelle Donatello. Et évidemment, vous avez ici le premier David de Donatello, qui est une sorte d'hésitation. Il faudrait refaire un travail sur les David, hein, et aller jusqu'au David du Bernin de la Villa Borghese, qui est absolument extraordinaire. Mais là, vous voyez, c'est un adolescent à peine sorti du chevalier médiéval. Il y a un petit bout de grec dans une sorte de contrapposto assez, voilà, mais c'est quand même un adolescent à peine sorti du chevalier médiéval. Le David suivant est beaucoup plus antiquisant. Là, ça devient un peu autre chose quand même. Hein. On sent bien que quelque chose s'est libéré, là. Ce petit chapeau à fleurs, là, c'est pas le dernier autoportrait de Caravage, mais on se dit que les relations entre David et Goliath, c'est un peu trouble peut-être, hein, c'est-à-dire que, voilà, hein, il n'y a rien de plus meurtrier pour le sujet amoureux que l'objet aimé, si vous voulez reprendre un peu de Roland Barthes, voilà. Et quand on voit de face et de dos, on se dit que, bon, alors, est-ce que ça, c'est un modèle antiquisant? C'est un modèle antiquisant qui permet d'avouer la séduction sensuelle de la nudité. C'est pas tout à fait le même modèle antiquisant que ça, qui est le dernier David, évidemment, celui de Michel-Ange, qui est à l'Accademia, donc qui est à Florence. C'est très intéressant, quand on a le temps, de passer d'un David à l'autre. Les deux premiers sont au Bargello, le troisième est à l'Accademia, mais c'est vraiment... Ce David-là, c'est le frère de l'Adam de la voûte de la Sixtine. C'est-à-dire le moment où Dieu va demander à l'homme de se mettre debout, et en se mettant debout, de devenir, suivant Protagoras, la mesure de toute chose. Et à ce moment-là, Dieu consentira à une certaine invisibilité, puisque finalement, c'est l'homme nu debout qui sera la meilleure visibilité du divin. Ça, c'est tout à fait... Ignace de Loyola, dans les exercices spirituels, dit « voir la divinité qui se cache ». Et c'est vrai qu'à partir de la seconde Renaissance, la divinité se cache, elle est à percevoir ailleurs que dans ses manifestations traditionnelles ouvertes, et ça ouvre la porte, évidemment, à une divinité complètement incarnée qu'on trouvera chez Caravage, mais qui ne sera plus simplement, évidemment, dans les corps athlétiques et somptueux à la grecque, mais dans tous les corps humains, surtout les plus humbles et les plus fragiles. Donatello est un sculpteur admirable, hein. Ça c'est Saint-Louis, c'est le fameux Saint-Louis de Toulouse, vous savez qu'un personnage étonnant, c'est toujours Onisanti, c'est toujours à partir de la volonté du peuple de Florence et des syndicats de l'activité économique de Florence de manifester l'unité économique et l'élection de la ville. Hein. Saint-Louis de Toulouse, vous savez, c'est effectivement, il est destiné à devenir roi de Naples. Hein. Il y a un tableau superbe à Capodimonte où Simone Martini représente Louis, futur roi de Naples, abandonnant sa couronne entre les mains de son frère. Hein. Et effectivement, il va rentrer chez les franciscains. Saint-Louis de Toulouse est un sujet admirable pour les peintres. Il y a à l'Accademia 2 volets d'orgue qui viennent de San Giacomo al Rialto, où vous avez à droite un Saint-Sébastien époustouflant, c'est Sébastien del Piombo, un Saint-Sébastien époustouflant et un Saint-Louis de Toulouse non moins époustouflant. Ça a toujours été un chien jeune, très élégant, très raffiné, sans maniérisme, sans aucune ambiguïté, mais qui donne toujours l'image d'une jeunesse absolument étonnante, hein, et d'une beauté très grande. Vous voyez, le visage est tout simplement extraordinaire. Et le geste de la main qui saisit à la fois, évidemment, la chape et l'aube pour les tenir, c'est somptueux. Une fois, évidemment, devenu franciscain, sa réputation de sainteté sera telle que Vox Populi, Vox Dei, il sera porté par acclamation de la population toulousaine à l'épiscopat, c'est-à-dire à la charge épiscopale de la ville de Toulouse. On se dit que peut-être l'Église, de temps en temps, devrait réfléchir à certaines autres manières de désigner les évêques, mais c'est une autre histoire. Et ça, c'est fabuleux. Ça, c'est la fin de la carrière de Donatello. Ça, vous voyez, c'est un grand drame du tourisme actuel, c'est qu'il y a un certain nombre de passages obligés dans les itinéraires.
Or, le musée de l'Opera del Duomo, qui est situé derrière la cathédrale de Florence, le musée de l'Opera del Duomo ne fait pas partie des circuits, dans un sens, Dieu merci, il y a moins de monde. Hein. Bon. Mais c'est là où vous trouverez les grands Donatello visionnaires de la fin. Hein, quelque chose, une sorte d'expressionnisme absolument fantastique. Quelqu'un me disait tout à l'heure, et comme c'est pas moi qui l'ai trouvé, je préfère citer la personne, quelqu'un me disait tout à l'heure, il y a quelque chose des visages du chevalier et de la mort dans le 7e sceau de Bergman. Et c'est vrai que ça vaudrait le coup de revoir si par hasard Bergman connaissait ces sculptures. Probablement, c'est un homme très cultivé. Mais vous voyez que par rapport au raffinement mi-chrétien, mi-antique du premier David, à la suggestion extrêmement sensualisée du deuxième, au hiératisme mesure du monde du Michel-Ange, à l'élégance bienveillante du Saint-Louis de Toulouse, hein, à part le Michel-Ange, vous avez une versatilité de l'art de Donatello qui est absolument extraordinaire et une capacité d'adapter son moyen sculptural au message qu'il essaie de transmettre qui est absolument fabuleux. C'est le prophète Habacuc, du moins pense-t-on. Alors, Florence a été fait en partie par des hommes qui n'étaient pas simplement des artistes. Il y a eu, on l'a vu à travers le quatuor qui a été évoqué tout à l'heure et sur lequel on va revenir, il y a eu effectivement des personnages tout à fait étonnants, comme celui-ci, Leonardo Bruni, qui était le chancelier de la République. Alors qu'est-ce que ça veut dire le chancelier de la République? Ça veut dire le patron de l'exécutif. Et ce patron de l'exécutif, à partir des années 1440-50, c'est l'homme de Côme de Médicis. C'est-à-dire c'est celui qui tient la République au nom de Côme, sans que Côme, effectivement, soit visible. Côme de Médicis, c'est la définition absolue de la force d'un pouvoir qui reste toujours invisible. Il y a d'autres pouvoirs qui sont très visibles et probablement moins forts, mais ça c'est une autre histoire. Et là, on a effectivement la force d'un pouvoir qui reste toujours invisible. Et ça, c'est sa grandeur. Il n'acceptera comme titre que Pater Patriae, père de la patrie, c'est tout. Et alors, si vous regardez attentivement ça, vous voyez que c'est une rhétorique architecturale complètement antiquisante, hein, on va y revenir dans un instant, à l'exception, bien sûr, de l'inévitable référence à la Vierge et l'Enfant et aux deux anges qui sont dans la partie supérieure. Mais tout le reste, thématiquement et stylistiquement, c'est effectivement de l'antique. Que ça soit, par exemple, évidemment, vous retrouvez ici les grands panneaux rectangulaires de marbre polychrome qui représentent l'opus sectile, bien sûr, et que ça soit, évidemment, on va regarder ça un instant parce que j'ai pris quelques détails hein, qui sont absolument étonnants. Quand vous regardez les détails de la sculpture, effectivement, que ça soit les petits poutis qui tiennent les guirlandes qu'on trouve sur les sarcophages antiques, que ça soit les têtes de lion qui sont là aussi, me semble-t-il, beaucoup plus païennes que chrétiennes, la guirlande de fruits que vous retrouvez ici, l'aigle, bien sûr, l'aigle qui lui est véritablement une traduction impériale, l'imperium romanais, et que, évidemment, vous ayez ici ce qu'on appelle des perles et des pirouettes qui sont caractéristiques là aussi des éléments décoratifs des corniches. Tout ça, c'est du citationnel complet. C'est-à-dire qu'on dit, voilà, tout ça a été oublié, tout ça a été négligé, tout ça a été condamné pour des raisons dogmatiques ou idéologiques, et maintenant, tout ça revient. Et ça ne revient pas par hasard, parce que très probablement, le retour de ça signale le changement d'un système de valeurs, tout simplement. C'est clair, hein. Et alors, vous vous souvenez, tout à l'heure, je vous ai montré l'hôpital dit des Innocents, qui était l'orphelinat créé par l'Arte della Lana, qui est probablement le premier syndicat patronal le plus important de Florence, c'est-à-dire qui rassemble, pour les défendre, les premiers capitaines de proto-industrie textile florentin. Et cet Arte della Lana, non seulement il commandite effectivement l'hôpital des Innocents pour en faire l'orphelinat de la ville, mais dans la chapelle, il demande à Ghirlandaio de faire, bien sûr, une adoration des mages, accompagnée d'ailleurs, c'est très intéressant, je n'ai pas repris le détail parce que ça aurait été un peu long, mais accompagnée d'un massacre des Innocents à l'arrière, bien sûr, qui veut tout dire sur ce qui est en train de se passer. Et alors, évidemment, de façon très étonnante, il est peu probable que le massacre des Innocents et l'adoration des rois mages se soit passé dans un port.
C'est hautement improbable. Ça veut dire que les gens de l'Arte della Lana sont absolument convaincus que leur vie économique dépend de la circulation des marchandises dans un double mouvement centrifuge et centripète. Il faut que ça sorte de la ville, il faut que ça entre dans la ville. Et ça ne peut sortir et entrer dans la ville, probablement de la manière la plus efficace, que par l'eau. Vous savez que Florence va s'emparer très vite de Pise, parce que Pise, c'est son ouverture sur la mer, et donc il n'est pas question que Pise reste autonome. Dans un deuxième temps, on fera sa fête à Sienne, parce qu'il faut bien que Sienne comprenne qu'il n'y a qu'une seule grande ville en Toscane, c'est Florence. De la même façon, Venise qui est plus au bord de la mer, mais réduira à rien Padoue, parce que Padoue, c'est le canal de la Brenta, et qu'avec le canal de la Brenta, vous pouvez ou inonder la lagune ou la sécher. Donc il n'est pas question que l'endroit où on peut inonder ou assécher la lagune échappe à la Sérénissime. Ça, c'est absolument essentiel. Mais vous voyez qu'ici, vous avez une suggestion des lointains et des lointains maritimes qui implique dans la représentation de l'adoration des rois mages qu'en fait, les commanditaires ont imposé ici un certain nombre d'aspects thématiques, comme par exemple l'évocation effectivement du commerce maritime, sans lequel ces gens-là n'auraient pas existé. Et si on paie, on a le droit d'être sur la photo. Hein, ça, c'est clair. Donc tout le monde est là. Tout le monde est là. Alors tout le monde est là dans le cortège des rois mages, tout le monde... mais il faut être là. Ça sera repris au XVIIe siècle. Hein, ça sera repris au XVIIe siècle dans ce qu'on appelle les tableaux de confrérie dans les Provinces-Unies, dont le plus célèbre, parce que le moins correspondant à un modèle, c'est quand même effectivement la Ronde de nuit de Rembrandt, mais tous ces grands tableaux de confrérie, dont les plus beaux, à mon avis, je pense que tout le monde est à peu près d'accord là-dessus, sont à Harlem, au musée Franz Sales, parce que Franz Sales a été un fabuleux peintre de confrérie, d'une manière un peu différente de cette espèce de révélation absolue qui est la Ronde de nuit de Rembrandt, mais quand même, c'est absolument étonnant. Et c'est le même système. Hein. Si on paie, on a le droit d'être représenté. Vous savez que dans les tableaux de confrérie des Provinces-Unies, votre position et la taille de votre visage étaient fonction de l'argent que vous aviez contribué à la peinture du tableau. Hein, ça, c'est clair. Et là, effectivement, tous ces gens-là sont des gens qui ont appartenu à l'Arte della Lana et qui donc ont fait vivre Florence par, évidemment, la production textile et sa commercialisation, avec, évidemment, Prato comme relais, etc. Mais alors, quand on est une ville de marchands, c'est bien embêtant. Parce que, inévitablement, si vous êtes riche, vous attirez la convoitise. Or, la convoitise, à l'époque, elle se manifeste comment? Par la guerre. Et donc, si vous êtes une ville de marchands, vous n'êtes pas une ville de guerriers. Et donc, il faut absolument des guerriers. Et les guerriers, ça s'appelle les condottières, tout simplement. Et si vous connaissez bien votre Duomo, votre Santa Maria del Fiore, vous savez qu'à l'intérieur du dôme, vous avez ces deux choses extraordinaires, dont vous voyez ici la première, qui sont des monuments équestres sculptés, peints. C'est-à-dire là, vous avez véritablement l'alliance sculpture et peinture qui est absolument fondamentale. Alors, on n'est pas encore au moment où Michel-Ange va réorganiser le Campidoglio de Rome autour de la statue équestre de Marc Aurèle, dont on pense qu'elle est le seul, évidemment, la seule survivance du modèle de la statue équestre. Mais n'oubliez pas que personne n'a fait de statue équestre depuis l'Antiquité, sauf, évidemment, Donatello, avec le Gattamelata de Padoue, et, évidemment, le Colleoni du Verrocchio sur la place de Zanipolo de Saint-Jean et Saint-Paul à Venise. Vous savez que Colleoni avait un tout petit peu passé les bornes. Hein. Il avait suggéré à la Sérénissime que le seul emplacement possible pour sa statue, compte tenu des services qu'il avait rendus à la ville, c'était un bergamasque, il venait de Bergame. La seule position possible pour sa statue, c'était au milieu de la place Saint-Marc. Alors là, on lui a fait comprendre que point trop n'en fallait quand même. Donc on l'a reporté sur une place périphérique très importante, Saint-Jean et Saint-Paul, avec l'école de San Giovanni, mais quand même. Bon. Et le modèle padouan ou le modèle vénitien, c'est ce qui a servi ici à Paolo Uccello pour peindre, mais c'est une peinture qui est une imitation de sculpture et qui fait référence à cette forme de sculpture qui n'était pas apparue depuis l'Antiquité, qui est la statue équestre. Et vous voyez qu'il y a une superposition absolument étonnante de socle avec armoirie, ensuite du tombeau, et sur le tombeau figuré, vous avez la statue équestre. Sir John Hawkwood, Giovanni Acuto, comme l'appellent les Italiens, qui est un Anglais, qui est venu se mettre au service de, effectivement, la République de Florence. Et alors,
l'obsession du cheval, qui vient finalement probablement de l'Antiquité, hein, vous avez ici ce qu'on appelle le proto-Médicis, c'est-à-dire l'idée que les Médicis possédaient une statue hellénistique, c'est-à-dire une statue romaine modelée sur un modèle grec, qui représentait une tête de cheval. Si vous connaissez un peu votre friche du Parthénon, vous voyez tout de suite de quoi il est question. Et donc ça, si vous voulez, posséder ce genre de choses, c'est un attribut du goût. C'est-à-dire, vous avez suffisamment de goût et d'intelligence pour savoir que la possession de ceci vous range parmi les amateurs de l'Antiquité et donc parmi les gens qui contribuent à la restauration du goût, loin des horreurs gothiques, hein, bon, voilà, qui est véritablement le contresens, et voilà. Et alors du coup, si vous êtes Donatello, et que vous avez un client qui s'appelle la famille Carafa, hein, qui utilisera après Filippino Lippi pour faire des fresques dans Santa Maria Novella aussi, eh ben, vous allez faire ça. C'est-à-dire, vous allez vraiment rentrer dans cette idée que la tête de cheval, c'est un modèle antique, et que si vous vous faites faire une tête de cheval sculptée, c'est une déclaration d'adhésion aux valeurs de l'art antique. Et du coup, vous avez Andrea del Castagno, qui récidive, après le Paolo Uccello, il vous fait Nicola Tolentino, souvenir de la victoire sur les Siennois, qui, à nouveau, vous le voyez, représente un tombeau, là, sans piédestal, enfin sans socle, un tombeau, et sur le tombeau, la statue équestre de Andrea del Castagno, qui est un personnage beaucoup plus tourmenté, beaucoup plus agité, bien sûr, que notre Paolo Uccello, mais c'est quand même très étonnant. Avec les deux petits porteurs d'écussons en bas, qui, au lieu d'être vêtus comme des pages médiévaux, comme par exemple dans le tombeau que Lorenzo Lotto a peint, là, vous avez deux athlètes grecs nus qui tiennent effectivement les écussons. Et donc là, vous avez aussi une référence antiquisante. Parce que, encore une fois, c'est une ville de marchands banquiers qui a besoin de soldats, mais les soldats sont utiles mais ne gouverne pas. Et ça, c'est évidemment ce qu'on appelle la Pala Nerli. Pala Nerli qui est située dans une autre église de Brunelleschi, qui, elle, est située oltre Arno, hein, qui s'appelle Santo Spirito. Et là, vous vous dites, bon, c'est assez simple. On a à gauche M. Nerli, dans la position normale, puisqu'il est à droite de la Vierge, accompagné de son saint patron, Saint Martin, qui le présente, qui est l'intercesseur. En face de M. Nerli, nous avons Madame Nerli, bien sûr, qui doit s'appeler Catherine, puisque son intercesseur à elle, c'est une dame qui a une roue brisée à ses pieds, Sainte Catherine d'Alexandrie. Vous savez que Sainte Catherine d'Alexandrie a été martyrisée par la roue, mais que Dieu a cassé la roue. Ensuite, on a essayé de lui trancher la tête, et là, Dieu ne s'est pas interposé. Donc, elle a généralement une épée et une roue, comme chez Caravage, par exemple. Et puis, au centre, vous avez Everybody who is anybody, c'est-à-dire la Vierge, l'enfant, et Saint Jean-Baptiste à genoux, déjà présent. Mais ce qui est absolument fabuleux, bien sûr, et là, évidemment, Filippino Lippi, puisque c'est de lui qu'il s'agit, le fils de Filippo Lippi et de la religieuse de Prato, Filippino Lippi vous dit, faites attention, ce que vous voyez au premier plan, c'est en train de passer. Et alors on rêve aujourd'hui d'un certain nombre de décideurs ou de leaders qui s'apercevraient que ceux qui le voient au premier plan parce qu'ils sont habitués à le voir, c'est des gens qui iraient chercher derrière. Je suis désolé pour ceux d'entre vous qui étaient à Marseille récemment parce que ça a un petit côté de réchauffé là, hein. Bon, mais si vous voulez, après tout, hein, on n'a pas forcément des milliers de choses à citer comme ça. Voilà. Et vous regardez bien attentivement dans le tableau et vous avez ça, qui est extraordinaire. C'est-à-dire que vous avez Florence, la porte, effectivement, qui ouvre sur l'extérieur de la ville, et en amont de cette porte dans le tableau, vous avez M. Nerli qui est en train de dire au revoir à sa femme et à sa fille. Parce que, évidemment, je vais vous les donner avec encore plus de détails parce que je sens que vous en rêvez, un marchand banquier, c'est quelqu'un qui est obligé de prendre des risques. Et il ne prend pas le même type de risque qu'un chevalier. Un chevalier, il prend un risque avec une épée. Il franque un grand coup, s'il gagne, c'est lui qui est bon, s'il perd, c'est lui qui était mauvais. Marchand banquier, c'est un petit peu plus subtil et ambigu que ça. Et on prend le risque. Alors heureusement, Francesco Di Marco d'Attigny avait probablement inventé la lettre de change, ce qui fait qu'on n'était pas obligé de se déplacer avec le numéraire. Mais quand même. Et vous voyez, là, on est dans la légitimation par cette idée que dans un monde qui bouge, on est légitime que si soi-même on est mobile. Et si on est arc-bouté sur des positions dogmatiques, on n'est pas forcément, effectivement, légitime. C'est assez étonnant. Alors, il faut
à un moment ou à un autre, finir. Et finir en réfléchissant à, quand même, vous me direz, c'est une question un peu sordide, mais d'où viennent les sous? C'est-à-dire, comment on finance tout ça? Et paradoxalement, on finance tout ça en parlant d'autre chose. D'abord, le monde européen, au XIVe et au XVe, a connu deux drames absolus et totaux. Le premier, c'est 1348-1350, c'est la Grande Peste. Alors, les gens divergent, mais disons qu'en gros, supposons que nous soyons à l'époque de la Grande Peste, il y a la moitié d'entre nous qui ne ressort pas de la salle. Ça met tout de suite les choses un peu en perspective. J'aurais peut-être dû le rapporter, mais je me suis dit que j'allais vous y envoyer le voir, c'est probablement mieux. Mon vieil ami Jean Caron, qui doit être en train de faire un cours sur Merleau-Ponty ici, m'a toujours dit, le grand problème, c'est l'Adam de Notre-Dame. Si vous allez au musée de Cluny, dans la salle des sculptures de Notre-Dame, vous verrez un Adam absolument étonnant, qui est tout sauf une sculpture médiévale. C'est déjà du figuratif, renaissant, charnel, avec le ventre un peu bombé, enfin toutes ces choses que la sculpture médiévale, dont la sculpture médiévale n'a rien à faire, puisque la sculpture médiévale pense au sens et jamais aux apparences. Les apparences sont totalement ordonnées à la manifestation du sens. Et ça, c'est 1330. Et c'est clair que ce genre de représentation est tué par la Grande Peste. C'est-à-dire que la Grande Peste, qui ne peut être qu'une visitation de Dieu sur un homme qui s'est cru trop orgueilleux et trop central, alors évidemment, ça renvoie à la sculpture, en particulier au magasin des accessoires, pendant très longtemps. Et ça, je pense que c'est un des aspects extrêmement intéressants de l'exposition, c'est de montrer, alors malheureusement, ils n'utilisent pas la dent de Notre-Dame, mais ils auraient dû, à la limite, pour montrer qu'il y avait une prémonition de la Renaissance qui apparaît dès le début du XIVe, qui est tuée dans l'œuf par ce phénomène tragique qu'est la Grande Peste, et qui devra attendre ensuite pratiquement un siècle pour réapparaître, avec Donatello, comme on l'a montré. Le grand événement du XVe, la catastrophe du XVe, c'est la perte de Constantinople, c'est 1453. Et alors, en amont de ça, il y a un certain nombre de gens à Constantinople qui disent « ça commence à sentir le roussi ». Tous ces Ottomans, là, partout, bon, voilà. On se dit, l'union faisant la force, on va essayer de rassembler l'Église de Constantinople et l'Église de Rome. Vous savez qu'il y a un certain nombre de théologiens de Constantinople, je ne vais pas vous faire un cours de théologie maintenant, parce que ce serait bon, mais il y a un certain nombre de théologiens de Constantinople, orthodoxes, qui ont dit plutôt les Ottomans que le filioque. Puisque vous savez qu'un des points de divergence essentiels entre les Romains et les gens de Constantinople, c'est est-ce que l'Esprit procède du Père et du Fils, ou est-ce que l'Esprit, comme le Fils, ne procède que du Père? On s'est étripé pour ça, hein, quand même le savoir. Et donc, il y a des théologiens orthodoxes qui, quand ils entendent dire que le patriarche Joseph et l'empereur vont partir en Italie pour essayer de trouver un accord de manière à réconcilier les deux églises nées du grand schisme d'Orient pour faire face à la menace ottomane, il y a des théologiens orthodoxes qui disent plutôt les Ottomans que le filioque. À mon avis, il y a encore des gens qui font ce genre de choses, mais c'est une autre histoire. Et donc on organise un concile à Ferrare. Le pape Eugène IV organise un concile à Ferrare. Et c'est là où intervient un personnage absolument merveilleux, dont il a déjà été question un tout petit peu, et qui est tout simplement celui qui s'est fait construire cette petite maison, une chaumière et deux chœurs, ça me suffit, mon rêve, hein, voilà, qui s'appelle le Palais Medici-Riccardi à Florence, architecte Michelozzo. Et le monsieur qui s'est fait construire ça, c'est lui, un génie absolu qui s'appelle Côme de Médicis. Alors, Côme de Médicis va réaliser la première grande opération de sponsoring de l'histoire économique du monde. C'est-à-dire qu'il va faire circuler parmi les pères conciliaires de Ferrare l'idée que Ferrare, c'est moche, et que Florence, c'est mieux. Et que donc le concile pourrait se transporter
de Ferrare à Florence, aujourd'hui probablement les Jeux Olympiques ou quelque chose comme ça, hein. Le concile pourrait se transporter de Ferrare à Florence et que tout frais payé par Côme de Médicis, hein, il a pris tous les frais à sa charge. Il n'a pas exigé que tous les pères conciliaires arborent un t-shirt ou un sweatshirt marqué Médicis dessus. Il a été plus discret qu'un certain nombre de... Mais c'est une opération de sponsoring fabuleuse. Venez tous à Florence, et à Florence, vous serez logés, nourris, blanchis par la machine Médicis. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez? Devant de telles promesses, hein, même le pape a cédé. Tout le monde est parti. Et alors, l'idée, c'est qu'il fallait quand même immortaliser ça. C'est tellement important qu'on n'allait pas laisser ça se dérouler sans faire une photo, une vidéo qui raconterait l'histoire. Alors, la photo, la vidéo, c'est quand même un peu embêtant. Supposez que ça tombe un instant dans les mains de Mediapart et demain, tout le monde est au courant. Donc, on ne va pas faire la représentation de ça dans un lieu public. On va le faire dans un lieu éminemment privé, c'est-à-dire la chapelle palatine du palais Médicis-Riccardi. Qui dit chapelle palatine, dit chapelle du palais, dit chapelle princière. Donc seuls les gens qui sont au niveau de Côme de Médicis y ont accès. Là, c'est moins grave, si vous voyez ce que je veux dire. Parce qu'il n'y a pas des gens qui vont commencer à penser, mais il a financé ça comment? Avec son argent, qui dit. Mais probablement un peu avec le nôtre aussi. Donc vous voyez, il faut cacher ce genre de choses. Sinon, on débouche sur des ennuis. Oh, ça doit vous rappeler quelque chose ici ou là, mais c'est pas grave. Et donc au centre de la chapelle, sur l'autel, on va mettre une adoration des bergers par Filippo Lippi, le père de Filippino que nous avons vu tout à l'heure dans la Palanerli, qui aujourd'hui n'est plus là, elle est à Berlin, on l'a remplacée par une copie. Donc on a l'adoration des bergers au centre, maintenant c'est génial. On va pouvoir déployer sur les murs le cortège des mages qui viennent adorer l'enfant Jésus. Et le cortège des mages, apparemment, c'est en fait le cortège du concile qui, de Ferrare, se transporte à Florence à travers l'Apennin toscan. Côme, c'est un génie. Et alors du coup, sur les murs, vous avez effectivement le déploiement du cortège. Alors vous avez des anges, parce que ça quand même, il y a toujours des anges, hein. Mais vous avez aussi des notations absolument extraordinaires de bouviers, de fermiers dans les champs qui sont en train de faire paître leurs bœufs. Et vous voyez, c'est très intéressant, parce que c'est à la fois très novateur et très archaïsant, parce que l'espace est un espace dont les rochers en papier mâché sont évidemment des restes de décors des mystères devant les façades des cathédrales. C'est ça qui est passionnant. C'est quand on arrive à voir tout ce qui vient du passé, tout ce qui est nouveau, et comment les gens sont au lieu de transition. Ce qui est intéressant de toute façon, ça n'est jamais un lieu unique ou l'autre lieu unique opposé, c'est comment on passe de l'un à l'autre. Et les grands leaders sont des gens qui comprennent, accompagnent, saisissent ce passage. Alors évidemment, il faut que ça soit un peu exotique quand même, parce que sinon ça charmera personne. Donc plus il y a de chameaux, mieux ça vaut. Hein, parce que les chameaux, c'est quand même pas très courant en Toscane, donc là, effectivement, ça met un peu d'ambiance. Hein. Et effectivement, on va disposer ici et là dans le paysage quelques-unes des villas ou quelques-uns des villages qui appartiennent aux Médicis. Là aussi, hein, petit coup de coude discret en disant « tout ça, ça m'appartient hein. ». Voilà, vous voyez ça, ça me plaît, mais c'est à moi. Alors, il y a ces détails absolument fabuleux qui font aujourd'hui encore le prix du cortège des mages, c'est-à-dire qu'il y a une manière, dans un projet qui est un projet complètement idéologisé, il y a une générosité de narration et d'attention au réel qui est vraiment étonnante. Alors, là aussi, il y a un peu d'exotique, à droite, hein, avec le monsieur tout bleu et sa panthère, qui est superbe, et puis à gauche, on montre quand même qu'on est au courant, effectivement, des derniers progrès de la peinture, puisque les personnages portent un chapeau rond. Ce chapeau rond qu'il est extrêmement difficile de reproduire en peinture sans la maîtrise de la perspective. C'est ce qu'on appelle non pas un masaccio, mais un masocchio. Et le grand spécialiste des masocchios, c'est Paolo Uccello, déjà montré tout à l'heure, qui multiplie les masocchios dans les 3 scènes de la bataille de San Romano. Et évidemment, il faut, à un moment ou à un autre, qu'on se pose la question des rois mages en Galilée, qui suivaient des yeux, enfin bon. Et le premier des rois mages, à tout seigneur, tout honneur,
c'est bien sûr le patriarche Joseph, l'équivalent orthodoxe du pape, même si, vous le savez, évidemment, la collégialité épiscopale est beaucoup plus importante dans l'Église orthodoxe qu'elle n'est importante dans l'Église romaine. C'est aussi un des points de divergence essentiels entre la théologie ecclésiale orthodoxe et la théologie ecclésiale romaine. Le pape Joseph est un homme charmant, qui est tout à fait fréquentable, sur une mule, qui rappelle l'entrée du Christ à Jérusalem, qui n'est pas sur un cheval, bien sûr, puisque c'est l'humilité que la mule représente par rapport, évidemment, à l'ambition sociale du cheval. Par contre, quand on arrive au deuxième roi mage, qui lui est l'empereur Jean VIII paléologue, alors là, on est à cheval et de préférence blanc. Et vous retrouvez dans la tête du cheval les caractéristiques des deux protomes qu'on a vus tout à l'heure, celui des Médicis et celui de Carafa. Vous voyez là, constamment, peinture, sculpture, architecture sont en train de dialoguer ce retour à l'Antiquité qui va permettre d'asseoir l'originalité de la Renaissance florentine. Et vous voyez que vous avez le visage de l'empereur avec sa couronne, et derrière l'empereur, vous avez toutes les possessions des Médicis. C'est-à-dire, il est chez nous, c'est notre copain. Sur les tables, sur les bureaux d'un certain nombre de grands dirigeants d'entreprise, vous trouvez des photos qui ne sont jamais là par hasard. Surtout quand il y a des poignées de main. Bien. Voilà. C'est la même chose. Et alors le troisième roi mage, le pape. Normal, puisqu'il s'agit de réunir les deux églises. Celle qui est à l'est, l'église orthodoxe, et celle qui est à l'ouest pour sauver celle de l'est. Et alors ça, c'est fabuleux. Comme de Médicis a dit, alors ça, sûrement pas le pape. Le seul qui puisse apparaître en troisième roi mage, c'est mon petit-fils, Laurent. Et évidemment, là, on change de monde. Qu'un banquier puisse jouer le rôle du troisième roi mage, et pas le pape, alors que le premier et le deuxième sont joués par, d'un côté, le patriarche de Constantinople et de l'autre, l'empereur, là, effectivement, il y a un énorme problème. Et vous voyez que, comme est là, avec le père de Laurent, Pierre le Goutteux, qui est là, ici, un Sforza, venu de Milan pour faire nombre, et là, très curieusement, Sigismond Pandolfe Malatesta, dont vous avez vu tout à l'heure le Tempio Malatestiano, réalisé par Alberti. Là aussi, everybody who is anybody. Et alors, il manque qui? Il manque un autre fils de Côme, le frère de Pierre le Goutteux, Jean de Médicis, qui n'apparaît pas parce que son fils n'est pas destiné à succéder au grand-père. Mais par contre, Jean de Médicis, quand il se fait effectivement sculpter par Desiderio da Settignano, il se fait sculpter en empereur romain. Donc ça compense. Et le même Desiderio da Settignano a sculpté Jules César. Et la différence entre Jean de Médicis et Jules César n'est pas si évidente que ça. Vous voyez, comme quoi, dès qu'on commence à regarder les manifestations esthétiques, on est exactement dans l'illustration du projet. Et alors, évidemment, là aussi je suis désolé pour les Marseillais, pardon, mais vous n'allez pas y échapper. Voilà, il faut regarder celui-là, qui revient ici. Alors ça, c'est Benozzo Gozzoli. C'est le peintre, qui met son autoportrait comme signature de la fresque. Donc, la famille de Médicis est entraînée dans l'empirée transhistorique, et le peintre aussi. Mais à côté du peintre, il y a quelqu'un qui s'appelle Gémiste Pléton. Gémiste Pléton, c'est le philosophe grec de service, c'est-à-dire celui qui accompagne le patriarche et l'empereur dans leur voyage à Ferrare puis à Florence. Et alors, vous vous souvenez peut-être du Tempio Malatestiano, sur les deux côtés droit et gauche, Malatesta avait dit à Alberti, tu me mettras des sarcophages. Alors bien sûr, ces gens-là ne sont pas enterrés chez moi, mais tu me mettras des sarcophages consacrés à des personnages célèbres, ce qui fait que quand moi je serai enterré à l'intérieur du Tempio, ces gens-là me serviront de garde d'honneur. Et là, vous avez le sarcophage qui était destiné à Gémiste Pléton. Et alors c'est là où il va falloir commencer à parler de Gémiste Pléton, qui arrive à Ferrare puis à Florence, accompagné de quelqu'un qui est allé le chercher avec le patriarche et l'empereur à Constantinople, à la demande d'Eugène IV. Et ce monsieur-là, c'est un cardinal d'origine germanique, valet de la Moselle, qui s'appelle Nicolas de Cuse. Et Nicolas de Cuse, c'est celui qui va accompagner Gémiste Pléton et qui va expliquer probablement qu'il y a un problème. Le problème, c'est l'histoire du prêt à intérêt.
Quand vous êtes banquier, si vous ne pouvez pas prêter à intérêt, c'est un peu embêtant. Or, le prêt à intérêt est interdit par l'Église catholique, apostolique et romaine. On réserve le prêt à intérêt aux Juifs, qui, étant le peuple déicide, allons-y carrément, est de toute façon condamné à tous brûler en enfer, donc autant qu'il se charge du prêt à intérêt qui ne fera qu'augmenter la peine. C'est assez joli. Si vous pensez au Marchand de Venise, de Shakespeare, vous retrouvez exactement ce type de démarche. De toute façon, ils sont condamnés, donc donnons-leur toutes les choses absolument épouvantables, comme ça au moins ils brûleront, on saura pourquoi. Et alors, il y a un énorme problème. Côme essaie de s'en sortir. Il écrit une petite lettre au pape Eugène IV en lui disant « J'ai repéré qu'au centre de Florence, il y a 2 ou 3 ruines. En haut, là, à Fiesole, vous avez bien un couvent de dominicains. On pourrait peut-être faire descendre le couvent de dominicains de Fiesole dans le centre de Florence. Moi, je paie tout. J'aurai ma cellule pour bien montrer que j'adhère. On va appeler ce couvent San Marco. Et puis à Fiesole, ils ont un petit gamin là qui peint pas mal, qui s'appelle Fra Giovanni da Fiesole. Il ne s'appelle pas encore Fra Angelico, mais il le deviendra. On va lui demander de décorer tout le couvent. Et il va même décorer ma cellule. Et il y mettra l'adoration des rois mages. Décidément, ça le tient. Maintenant, en échange de San Marco, est-ce que tu fermes les yeux sur le fait que je prête un peu à intérêt? Pas beaucoup, mais un peu quand même. Et c'est là où Gémiste Pléton va prendre ces 4-là, il va leur dire, mes pauvres imbéciles, il faut travailler un peu intellectuellement. Parce que là, votre histoire de prêt à intérêt, c'est de l'aristotélisme thomiste complètement dépassé. C'est-à-dire que vous me faites de l'Aristote réinterprété par saint Thomas d'Aquin, qui dit quoi? Première chose, le prêt à intérêt suppose l'utilisation du temps. Or, le temps n'appartient qu'à Dieu, donc forcément, prêter de l'argent en espérant un retour sur cet investissement par le temps, c'est complètement sacrilège. Deuxièmement, dans la vision aristotélicienne du monde, seul ce qui est vivant peut se reproduire. L'argent n'étant pas vivant, il ne peut pas se reproduire. Circuler, il n'y a rien à voir, le prêt à intérêt est interdit. Et c'est là où Gémiste Pléton, ça c'est fabuleux, hein. C'est là où Gémiste Pléton va dire aux 4 là, Marcille Ficin, Landino, Ange Policien, et puis de la Mirandole, pauvre crétin, lisez donc votre Platon comme tout le monde. Car effectivement, Gémiste Pléton est le grand dernier platonicien. Il va leur dire, si vous lisez votre Platon, vous trouverez que Platon dit qu'il faut toujours rémunérer le risque. Or, qu'est-ce que c'est que prêter à intérêt, sinon prendre un risque? Donc il est normal que la prise de risque entraîne une rémunération. Vous voyez maintenant pourquoi on a créé immédiatement dans la Villa Careggi, Villa Médicéenne, une académie néoplatonicienne, et pourquoi Florence est devenue complètement néoplatonicien du jour au lendemain. Et c'est comme ça qu'on a fait les sous qui ont permis de financer toutes les choses que vous avez vues. Et c'est pour ça que Laurent occupe la position qu'il occupe. Mais ce qui est rassurant, c'est que c'est comme toutes les 3e générations. La première génération crée, la 2e génération développe, la 3e génération gaspille. Et Laurent de Médicis, que vous voyez jeune, peint par Benozzo Gozzoli, sculpté magnifiquement par Andrea del Verrocchio, le maître de Léonard de Vinci, et sculpté sur un modèle de Donatello vieillissant. C'est comme ça que Laurent a dépensé l'argent accumulé par son arrière-grand-père Giovanni da Bicci, son grand-père Côme, et puis son père n'a jamais été très utile parce que Côme pensait que Pierre le Goutteux n'était pas très génial et qu'il valait mieux passer tout de suite à Laurent. Et c'est comme ça, effectivement, que une grande partie des œuvres que nous avons regardées ce soir, où on entend dans ce dialogue entre peinture, sculpture et architecture un monde qui cherche à reconstruire sa légitimité en effaçant 14 siècles d'histoire et en disant finalement notre légitimité, elle vient de l'antique. Merci.